Je pense qu'on peut démarrer. Bonjour à tous. Merci aux personnes qui viennent de se connecter. Bienvenue à la présentation de la société Wavestone. Alors, nous sommes désolés, il y a eu un petit conflit d'agenda ce matin, donc on a dû décaler ce soir à 17 heures. Cependant, la présentation sera disponible comme à chaque fois sur la chaîne YouTube de Ports en Part. Messieurs, je vous laisse la main. Oui, très bien, merci Cédric. Bonjour à tous. Donc, moi je me présente, Maxence Doury, je suis co-responsable du bureau d'analyse financière de Ports-en-Part. J'ai notamment en charge le suivi du secteur du conseil et des services numériques, l'ensemble des sociétés qui aident les grands comptes dans leur transformation numérique. Et à ce titre, j'ai la chance de suivre le titre Wavestone depuis 2013 maintenant. Donc on se connaît relativement bien avec Pascal Imbert, cofondateur et président du directoire de Wavestone, qui nous fait le privilège d'être avec nous aujourd'hui. Euh, L'idée étant de présenter la stratégie et le profil de Wavestone, et on a voulu saisir l'opportunité en fait de la présentation au milieu de semaine dernière du nouveau plan stratégique de la société. Voilà, c'était une bonne occasion de présenter ce qu'est Wavestone aujourd'hui et sa trajectoire pour les prochaines années. Donc, écoutez Pascal, je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous. Toutes mes excuses pour le décalage de dernière minute. C'est de ma faute. Mais donc très heureux de vous rencontrer. Merci Maxence pour cette introduction. Et sans plus tarder, je vais donc entamer cette présentation en m'appuyant sur un jeu de slides. Qui va nous amener d'une part à parler de la fiche d'identité de Wavestone, à parler de notre actualité récente, de nos perspectives à court terme et surtout de notre plan stratégique à plus moyen terme. Je commence donc par quelques mots sur la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone, nous sommes un cabinet de conseil, ce qui veut dire que dans le large secteur des services informatiques, nous sommes ce qu'on peut appeler une ESN, mais d'un type un petit peu particulier, puisque nous intervenons uniquement sur la phase amont des projets, au moment où il s'agit de concevoir, et en particulier de concevoir les transformations que vont opérer nos clients. Nous aidons nos clients à analyser leurs besoins, à envisager leurs futurs possibles. Nous les aidons à cadrer les évolutions de leur organisation, de leur processus, de leur système d'information pour répondre à leurs enjeux et en particulier à leurs enjeux business. Donc, une ESN focalisée sur la phase amont des projets. Notre métier au quotidien, c'est donc d'accompagner des entreprises qui évoluent pour faire face à de nouveaux besoins, faire face à de nouveaux enjeux. Je peux donner peut-être tout de suite quelques exemples pour mieux situer l'entreprise. Nous avons accompagné, par exemple, Sanofi très récemment dans le cadre du détourage de la filiale qui s'occupe de la fabrication des principes actifs, qui s'appelle EuroAPI. C'est une opération qu'on appelle de carve-out. Et nous avons donc aidé Sanofi dans le cadre de cette opération carve-out, en particulier sur les aspects système d'information, pour aider à rendre cette filiale EuroAPI indépendante du reste de Sanofi et lui donner toute sa liberté d'action. On a fait exactement la même chose à peu près sur la même période pour Saint-Gobain, pour aider là aussi à détourer le contour de l'APER afin de pouvoir opérer la cession de l'APER. Nous travaillons également sur des projets qui consistent à transformer certains aspects du fonctionnement des entreprises, sans forcément parler d'évolution de périmètre. Nous sommes par exemple en train de travailler pour une grande maison de couture française qui cherche à optimiser sa chaîne logistique et donc nous accompagnons cette maison de haute couture française pour remettre à plat sa chaîne logistique, pour mieux répondre aux besoins actuels, pour faire face également à la croissance de l'activité, tout en prenant en compte les problématiques de développement durable, d'empreinte carbone, en particulier de la chaîne logistique. Puis enfin, dernier exemple, nous travaillons également pour la Banque Postale, cette fois sur
sa stratégie en matière de système d'information sur un volet un peu particulier qui consiste à établir une feuille de route pour rendre le système d'information de la banque postale plus respectueux de l'environnement, pour diminuer les impacts, en particulier les impacts en termes d'émissions carbone de ce système d'information. C'est ce qu'on appelle une feuille de route numérique responsable. Le numérique est également à l'origine de certaines émissions de gaz à effet de serre de manière non négligeable, et donc toutes les grandes entreprises se penchent sur la manière d'utiliser le numérique de manière plus responsable. Les entreprises se penchent également sur la manière dont le numérique pourrait contribuer à diminuer l'impact environnemental de leurs activités. Donc, vous voyez, ça a deux facettes, mais en ce qui concerne la banque postale, donc nous travaillons sur cette feuille de route numérique responsable. Ces projets sont des exemples typiques des opérations que nous menons pour nos clients. Vous voyez, c'est vraiment souvent des réflexions en amont, on cadre, on identifie des idées, on met sur pied des scénarios de transformation, et puis ensuite, une fois que la route est définie, nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre de cette route, de ces scénarios, de ces transformations, sans être nous-mêmes fournisseurs de solutions technologiques, sans être nous-mêmes un opérateur de certains services, au contraire des autres ESN. Nous accompagnons nos clients pour les aider à piloter leurs projets, à faire la conduite du changement auprès des équipes en interne, pour les aider à sélectionner des fournisseurs, des technologies, et faire arriver la transformation à bon port. Wavestone, c'est une entreprise qui compte un peu plus de 3000 collaborateurs, 3500 collaborateurs au 30 septembre, qui est présent dans 9 pays, même si pour aujourd'hui, la part de l'international reste encore limitée chez Wavestone. 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé en France. Parlons justement un petit peu de nos clients. Vous voyez apparaître la répartition sectorielle de notre chiffre d'affaires. Vous voyez que un tiers de l'activité de Wavestone est réalisé dans le secteur des services financiers auprès de banques, de grandes compagnies d'assurance. Et puis ensuite, on a un chiffre d'affaires qui est assez équitablement réparti entre un certain nombre de secteurs d'activité, le secteur de l'énergie, ce qu'on appelle les utilities, EDF, Engie, le secteur public, le secteur de l'industrie, le secteur des produits de consommation et de la grande distribution, le secteur des services, et enfin le secteur du transport. Vous voyez, c'est une répartition assez équilibrée entre l'ensemble de ces secteurs, avec la liste de nos 20 premiers clients qui illustre une des caractéristiques de Wavestone, qui est que nous travaillons plutôt pour des très grandes entreprises. Le genre de beauté de Wavestone, c'est d'intervenir sur des grands projets de transformation, plutôt pour des très grandes organisations ou des très grandes entreprises. Et même si, je le disais, notre part de chiffre d'affaires à l'international est limitée, par contre, nous travaillons pour beaucoup d'entreprises françaises, mais qui ont un périmètre très international, et que nous accompagnons donc dans le cadre de leurs projets qui concernent l'ensemble de leur périmètre. Wavestone, pour terminer cette fiche d'identité, est une société qui a la volonté d'être une société responsable et citoyenne. Vous voyez nos grands engagements en matière de responsabilité sociale d'entreprise. C'est une part importante de finalement la stratégie de Wavestone, que de chercher à développer une entreprise qui soit une entreprise respectueuse de ses parties prenantes, une entreprise qui est soucieuse de la qualité de ses prestations vis-à-vis de ses clients, qui est respectueuse de ses collaborateurs, qui travaille dans le domaine également de la diversité et de l'inclusion, qui est une entreprise qui essaie de respecter des hauts standards en matière d'éthique, et enfin qui est soucieuse de son impact sur l'environnement, même si notre activité n'est pas une activité industrielle. Nous sommes quand même une activité dans laquelle les consultants se déplacent beaucoup, ne serait-ce qu'à ce titre. Donc, nous avons du travail à faire pour arriver à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous sommes très reconnus pour cet engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise, et vous voyez un certain nombre de labels et de classements qui distinguent Wavestone à travers donc ses engagements et sa performance extra-financière.
Nous venons de présenter nos résultats semestriels. Wavestone a un exercice décalé, donc notre exercice 2021-2022 a démarré le 1er avril. Le 30 septembre marquait la fin du premier semestre. Et donc, nous venons de présenter en début de semaine les résultats de ce semestre. Alors, je ne vais pas m'attarder très longuement sur les chiffres, mais c'est pour moi l'occasion de commenter l'état du marché en 2021, qui est un marché qui a rebondi d'une manière impressionnante par rapport aux difficultés qui ont été les difficultés du marché dans le courant de l'année 2020, des difficultés qui avaient été bien traversées par Wavestone, puisque nous avons réussi à avoir un chiffre d'affaires quasi stable au titre de l'exercice précédent. Mais en 2021, c'est tout le contraire. Le marché connaît un rebond impressionnant. Les entreprises, nos clients, et en particulier les plus grandes entreprises, engagent des transformations sans précédent et ça donne un marché qui est extrêmement porteur. Vous le voyez, en termes de croissance, la croissance a été très dynamique sur le premier semestre, 17% de croissance totale, dont 15% de croissance à périmètre comparable. Et même si l'effet de base, effectivement, par rapport à l'année dernière, était particulièrement favorable, vous voyez que même en se situant par rapport à l'exercice précédent, avant la crise Covid, la croissance est de 12%. Donc il y a vraiment un sous-jacent, une dynamique qui est assez forte sur le marché en ce moment. Une dynamique dont nous avons tiré à plein parti pour optimiser l'ensemble de nos indicateurs opérationnels, qu'il s'agisse du taux d'utilisation de nos consultants, ce qu'on appelle le taux d'activité, qui représente le pourcentage de temps des consultants qui est effectivement facturé aux clients. Notre niveau normatif, c'est 75%. Nous sommes donc au-dessus du niveau normatif sur les 6 premiers mois de l'exercice. Le taux journalier moyen, qui était en baisse sensible l'année dernière, une baisse de 4% par rapport à l'année précédente, s'est stabilisé et commence à rebondir. Et je dirais que nos perspectives sur le plan de cet indicateur sont plutôt positives pour la fin de l'exercice. Et en fait, nous avons une visibilité qui est située dans le haut de notre fourchette normative. On a une fourchette de carnet de commandes qui oscille entre 3 et 4 mois. Et nous sommes sur des carnets de commandes qui sont plutôt proches de 4 mois depuis le début de l'exercice, qui, là aussi, illustre la bonne dynamique que nous rencontrons sur le marché. Une dynamique qui, par ailleurs, c'est l'autre fait notable de la période, est quasiment positive, voire très positive, dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception d'un secteur qui reste difficile, qui est le secteur du transport et des voyages, même si nous commençons à avoir des signaux finalement de redressement sur ce secteur, et nous pensons que l'année 2022 sera au moins une année de stabilisation sur ce secteur par rapport à ce que nous avons connu depuis 2 ans. Et vous voyez, dans tous les autres secteurs, la croissance est forte, en particulier dans notre secteur le plus important, le secteur des services financiers, qui a rebondi d'une manière très satisfaisante et sur lequel donc nous sommes repartis en croissance. Le seul bémol, s'il devait y en avoir un de cette année 2021, c'est les difficultés en matière de ressources humaines. C'est la conséquence très directe du redémarrage très fort du marché. Il y a un certain nombre de tensions sur le plan des ressources humaines. Le turnover de nos équipes, qui est en moyenne historique aux alentours de 15% et que nous souhaitons maintenir à ce niveau-là, sera plus élevé cette année. Il sera plutôt situé entre 15 et 20%. C'est au-dessus de l'objectif que nous nous étions fixé en début d'exercice. C'est pour une part la conséquence d'un turnover très bas pendant l'année 2020, et donc il y a un effet rattrapage en quelque sorte qui est en train de s'opérer cette année. Mais c'est aussi plus structurellement la traduction du fait que les tensions sont revenues de manière très vive sur le plan des ressources humaines, des tensions qui sont liées à la fois à des pénuries de compétences sur le marché, mais également au fait que l'année 2020 a été une année éprouvante qui fait beaucoup réfléchir
chacun sur ses projets professionnels, ses projets de vie. Et nous constatons que peut-être le petit surcroît de départ qui nous fait dépasser l'objectif de 15% que nous étions fixés s'explique notamment par un nombre plus important que d'habitude de mobilité géographique, de changement d'orientation professionnelle, ce qui est peut-être un phénomène court terme, peut-être un phénomène plus durable. En tout cas, c'est certainement un point d'attention pour les années qui viennent. Heureusement, tout n'est pas négatif sur le plan des ressources humaines, puisque par contre, en matière de recrutement, nous avons redémarré un recrutement dynamique dans de très bonnes conditions. Nous prévoyions initialement de faire arriver 800 nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Pour compenser cet effet du turnover, nous avons augmenté le rythme et nous sommes confiants sur le fait effectivement de dépasser notre objectif initial d'une centaine de recrutements supplémentaires. Et donc, il devrait y avoir sur l'ensemble de l'exercice jusqu'au 31 mars 2022 900 nouveaux collaborateurs qui devraient rejoindre Wavestone, ce qui nous permettra à peu près de compenser le surcroît de turnover, nous l'espérons, que nous aurons connu dans le courant de l'exercice. J'ai dit que je n'allais pas trop m'attarder sur les chiffres, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de notre compte de résultats, mais je voudrais simplement m'attarder sur un chiffre qui est le niveau de rentabilité. La rentabilité chez Wavestone, on la mesure par la marge opérationnelle courante. Cette marge opérationnelle courante a bondi par rapport à l'année dernière à 14,6%, et 14,6% de marge opérationnelle, c'est à vrai dire un record pour Wavestone sur un premier semestre. Nous avons habituellement une rentabilité qui est plus faible sur le premier semestre et plus élevée sur le second semestre. Ça s'explique par le fait que, en raison de notre exercice décalé, la période de vacances d'été pèse sur la rentabilité du premier semestre. Mais malgré cette période de vacances, on a donc obtenu un très bon niveau de rentabilité sur le premier semestre, qui est bien sûr en rebond impressionnant par rapport à l'année dernière, mais à l'inverse, l'année dernière, nous avions un niveau de rentabilité beaucoup plus faible que notre rentabilité historique des premiers semestres. Ça nous amène donc à avoir une progression du résultat opérationnel courant qui est très forte par rapport à l'année dernière. Ça nous amène également à avoir une progression du résultat net part du groupe qui est encore plus importante, aidée notamment par le fait que nous avons un petit peu moins de charges financières du fait du désendettement du cabinet, et également le fait que le taux d'impôt diminue. C'est la baisse du taux d'impôt sur les sociétés en France qui joue notamment, et la baisse de la CVAE, vous savez, la fameuse baisse des impôts de production dont nous bénéficions pour la première année à plein, qui permet donc d'alléger ce que pèse l'impôt par rapport aux résultats, et donc nous permet de porter la marge nette de Wavestone à 9,5% sur le premier semestre. Je ne vais pas m'attarder sur le tableau de flux. Ma montre se met à parler toute seule, donc je ne vais pas effectivement m'attarder sur le tableau de flux. Je voudrais simplement dire un mot du bilan de Wavestone. Wavestone est en situation de trésorerie nette positive, vu que nous avons fait une petite acquisition dans le courant du premier semestre, et que par ailleurs nous avons consommé du besoin en fonds de roulement avec le redémarrage de la croissance au cours de ce premier semestre. La trésorerie nette baisse un petit peu par rapport au 31 mars dernier. Ça n'est que provisoire. Nous allons a priori avoir une génération de cash assez importante sur le second semestre. Et donc vous voyez, nous avons beaucoup de moyens pour pouvoir procéder à des acquisitions. Je vais y revenir, c'est d'ailleurs ce que nous avons continué à faire dans le courant du second semestre, donc en utilisant ces moyens financiers pour renforcer nos positions, en particulier à l'international. Et j'en profite pour donner un
un petit éclairage sur le capital et sur l'évolution du cours de bourse de Wavestone avant de parler des perspectives futures. Oui, notre géographie du capital qui est très stable depuis plusieurs années et la géographie d'une société à capital contrôlé avec donc des fondateurs et mandataires sociaux qui possèdent un peu plus de la moitié du capital, qui contrôlent un peu plus de la moitié du capital. Les salariés. Pascal, je me permets de vous Oui, couper. On a perdu la présentation. c'est ce que je vois, donc je vais repartager. Et Hop, c'est j'espère en que vous train de l'avez. revenir. Oui, c'est bon. Voilà. Merci. Donc, les salariés et le management de Wavestone possèdent un petit peu plus de 8% du capital et le reste est essentiellement donc, le flottant de Wavestone. Il y a un tout petit peu d'autocontrôle qui sert à notre contrat de liquidité et surtout à servir les plans d'action gratuites qui permettent de fidéliser les personnes clés de Wavestone et d'intéresser l'ensemble des salariés au capital de l'entreprise qui représente donc un autocontrôle qui représente un petit peu moins de 1%. Et vous voyez également donc une évolution du cours de Wavestone sur les 12 derniers mois. Cette évolution a été très positive. Comme je vous le disais, Wavestone a bien traversé l'année 2020, ce qui a permis au cours d'assez fortement rebondir depuis la fin de l'année 2020. On a eu plutôt des messages optimistes depuis le début de l'exercice, à vrai dire de plus en plus optimistes. Et je pense que c'est à mettre en regard la progression des cours dans un marché dans un marché boursier qui a par ailleurs été lui-même porteur. Je dis quelques mots de notre fin d'exercice avant de parler de notre stratégie à plus moyen terme. Donc, tout d'abord, cette fin d'exercice, elle est marquée par une petite acquisition que nous avons réalisée en Asie. Nous étions déjà installés à Hong Kong depuis quelques années avec un petit bureau d'un peu plus d'une dizaine de collaborateurs qui nous permettaient de commencer à apprendre finalement les caractéristiques de ce marché. Nous avons réalisé une petite acquisition donc en début de second semestre en faisant l'acquisition d'un cabinet qui s'appelle Y Innovation, qui est comme nous un cabinet de conseil spécialisé en transformation. Y Innovation, c'est les spécialistes de ce qu'on appelle les méthodes agiles, qui sont très en vogue dans les grandes organisations, qui permettent en particulier d'avoir un meilleur time to market dans un certain nombre d'activités pour adapter soit le système d'information, soit même des cycles de conception de produits, par exemple, aux exigences de délais de plus en plus courts des affaires aujourd'hui. Cette petite acquisition donc, nous permet de renforcer notre position. Je dis que donc c'est une petite acquisition puisque en millions d'euros, ça représente un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez que le prix est à peu près une fois le chiffre d'affaires plus un earn-out dépendant des performances qui seront dégagées par Y Innovation dans les 18 prochains mois. C'est une structure d'acquisition que nous affectionnons, un prix ferme et un complément de prix basé sur les performances de la société que nous avons acquise. Toujours sur le plan des acquisitions, j'en viens tout de suite à la deuxième puce du slide suivant. Nous envisageons de réaliser dans les semaines à venir une autre petite acquisition, cette fois aux États-Unis. Les États-Unis étant la géographie prioritaire de développement de Wavestone pour les 1 ou 2 années qui viennent. Il s'agit à nouveau d'une petite acquisition, mais une acquisition à très forte valeur ajoutée sur un sujet très en vogue qui est le sujet des données et des stratégies en matière d'utilisation des données pour rendre les entreprises plus performantes et notamment plus performantes en termes de vente. Ce cabinet qui s'appelle New Vantage Partners, basé à Boston,
réalise un petit peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous voyez que nous avons structuré également un prix qui est articulé entre un prix ferme et ensuite une partie qui sera conditionnée par les performances de l'entreprise dans les 12 mois suivant l'acquisition. Donc, une deuxième acquisition en vue dans le courant de ce second semestre, et plus largement une dynamique qui se poursuit sur des bases très, très positives. Nous sommes toujours sur un marché qui est porteur, qui va nous permettre de maintenir de très bonnes performances opérationnelles sur la deuxième partie de l'année. Nous accélérons nos investissements en matière de recrutement, de ressources humaines, parce que ça va être le nerf de la guerre pour les années qui viennent, mais ça ne nous empêche pas de rehausser nos ambitions en termes de rentabilité. Et donc, vous voyez que en début de semaine dernière, donc à l'occasion de la présentation de nos résultats semestriels, nous avons rehaussé notre guidance, non pas en chiffre d'affaires, mais surtout en termes de rentabilité, en passant notre objectif de marge opérationnelle courante de 13 à 15% sur l'ensemble de l'exercice, donc une amélioration significative de l'objectif de marge opérationnelle courante. En termes de chiffre d'affaires, nous avons simplement reflété, nous avions déjà rehaussé une fois le chiffre d'affaires pour refléter une acquisition que nous avons réalisée dans le courant du premier semestre. Là, nous avons simplement reflété l'acquisition de Y Innovation portant l'objectif de chiffre d'affaires de 460 à 462 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice. Pour terminer cette présentation, quelques mots de la stratégie de Wavestone dans les années qui viennent. Alors, nous venons de présenter Impact, qui est le nom de notre nouveau plan stratégique, un plan stratégique à horizon 2025. C'est un plan stratégique que sur lequel nous avons travaillé depuis 6 mois, une démarche assez collective, enfin très collective, qui vous explique la durée de cette réflexion, parce que chez Wavestone, nous avons l'habitude de réfléchir sur notre stratégie avec l'ensemble des équipes, non seulement l'ensemble du management, mais l'ensemble des équipes, pour faire de ce travail aussi un moment finalement d'alignement du cabinet et de l'ensemble de ses équipes sur des objectifs communs. Et donc, nous avons démarré cette réflexion depuis le mois de juin 2021 en 4 étapes qui ont donc amené à solliciter l'ensemble des équipes du cabinet dans des phases de brainstorming, puis d'instruction d'un certain nombre de questions clés, 7 questions clés, donc 7 chantiers donc, qui se sont déroulés en parallèle, puis une phase de convergence, qui est pour moi la phase la plus importante dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie, consistant à faire des choix, des arbitrages dans tous les possibles dans tous les possibles envisageables pour déterminer ce que seront nos priorités dans les années qui viennent. C'est une démarche dans laquelle donc, nous avons beaucoup sollicité l'ensemble des collaborateurs du cabinet, mais également notre écosystème et particulièrement nos clients, puisque nous avons réalisé plus de 600 interviews clients pour alimenter notre réflexion et essayer de percevoir ce que sont les tendances du marché dans les années qui viennent. Nous avons même été jusqu'à interroger certains de nos concurrents qui nous ont fait l'amitié de venir plancher, les CEO d'Accenture France, des activités de conseil d'EY en Europe notamment, sont venus plancher à la fois devant les équipes de Wavestone pour expliquer leur propre stratégie et pour donner leurs recommandations à Wavestone, selon eux, les voies que devrait emprunter Wavestone dans les années qui viennent pour tirer parti des mouvements de marché qui sont en train de se produire. Ce plan stratégique donc prend le relais d'une étape qui faisait l'objet d'un plan stratégique précédent, qui avait été une étape très transformante pour Wavestone. Vous voyez que dans le cadre de cette étape qui nous a mené de 2016 à 2020, nous avons doublé de taille au
sein de Wavestone, en faisant progresser la rentabilité et tout en étant très investi, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur nos enjeux de responsabilité sociale d'entreprise. Donc une période très faste entre 2016 et 2020 pour Wavestone, malgré une année 2020 difficile et malheureuse avec les difficultés, la crise sanitaire que nous avons tous eu à traverser et qui s'est traduite également par des difficultés business, mais finalement qui n'ont pas été trop vives pour Wavestone. Pour autant, cette étape 2016-2020 a été une étape qui a été permis de changer la physionomie de Wavestone. Et donc l'idée de ce nouveau plan stratégique, c'est d'essayer de décrypter ce qui va se passer dans des années qui viennent pour positionner Wavestone vis-à-vis finalement des grands drivers qui vont animer le marché dans les années qui viennent. Et notre analyse de ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que nous entrons dans un cycle économique qui va être marqué par des transformations absolument majeures, d'une manière générale dans notre économie et notre société. Et ces transformations, bien sûr, vont amener nos clients à entreprendre eux-mêmes des transformations clés, structurantes dans leur activité. Avec trois grands moteurs de ces transformations, selon nous, un moteur qui est lié à un durcissement de la compétition dans chaque secteur d'activité, à la fois en conséquence de la crise Covid, mais également parce que les acteurs qui viennent du monde de la technologie font irruption dans de plus en plus de secteurs d'activité et viennent attaquer les positions établies. Un deuxième moteur qui est l'accélération brutale du basculement vers le digital. Le basculement vers le digital était déjà un fait et était déjà en train de s'opérer. Il était déjà inéluctable, mais ce qui s'est passé en 2020 amène ce basculement à accélérer brutalement parce que finalement cette année 2020 a amené à adopter des modes de fonctionnement, des modes d'interaction qui vont devenir pour une part irréversibles et qui amènent tous les acteurs économiques à repenser leurs activités pour faire du digital non plus un canal complémentaire à leur activité actuelle, mais carrément le canal de référence de leur activité, de leur vente. On va les amener parfois à reconcevoir les produits et les services qu'ils vendent et à coup sûr, en tout cas, ça va jouer un rôle majeur dans la manière dont ils vont vendre ces produits et ces services à leurs clients et la manière dont ils vont interagir avec leur propre chaîne logistique. Et enfin, le troisième grand moteur, qui est un moteur plus nouveau, c'est la prise en compte dans les toutes premières priorités des grandes entreprises de l'urgence climatique et environnementale. Alors, je ne dis pas qu'il ne se passait rien en matière de prise en compte de la problématique environnementale dans les grandes entreprises, mais tout à coup, ce sujet qui était plutôt considéré comme une problématique de moyen terme et qui n'était pas un sujet de premier plan chez nos clients, devient un sujet de premier plan. Il est quasiment partout dans les 2-3 premières priorités stratégiques des entreprises, et ça va avoir des conséquences incalculables sur la manière dont vont fonctionner les entreprises, dont elles vont devoir reconcevoir leur modèle d'entreprise dans les années qui viennent. Et notre objectif, à travers le plan Impact, c'est de prendre une place de partenaire privilégié des grandes entreprises face à ces enjeux. Ça va être tout l'objet de notre plan. Un plan au cours duquel nous allons mobiliser, nous allons opérer des investissements, choisir des priorités et opérer des modifications de la manière dont fonctionne Wavestone selon 3 piliers. Un pilier qui est l'international et la croissance, l'expertise et la valeur, et un dernier pilier que nous appelons le positive way, qui est plus caractéristique de Wavestone. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces piliers, mais je vais en donner les idées essentielles. Le premier pilier, c'est l'international et la croissance, et ça veut dire que pour Wavestone, le développement à l'international va devenir
la première priorité et l'accélération du rythme de croissance va être la première de nos préoccupations, qu'il s'agisse d'alimenter de la croissance organique par des choix tournés vers la croissance, par exemple, en termes de clients, en termes de structuration de Wavestone, une croissance qu'on va vouloir avant tout réaliser à l'international et en utilisant un moteur de croissance externe qu'on veut accélérer dans les années qui viennent, fort de la bonne structure financière que j'évoquais, pour permettre à Wavestone de franchir un nouveau cap de taille dans les années qui viennent. Alors vous me direz, on a réalisé une belle croissance entre 2016 et 2020, mais si je parle de relancer la croissance, c'est parce que cette croissance, elle a été surtout présente au début de la période 2016-2020 et elle a été moins présente sur les dernières années, et en particulier sur l'année 2020, bien sûr, qui a été marquée par la crise Covid. Donc, il y a besoin, effectivement, de réallumer le moteur de la croissance et on veut en faire notre première priorité pour les années qui viennent. Le deuxième pilier de notre plan, c'est d'investir plus fortement dans l'expertise et la valeur. Alors, c'est bien sûr très naturel pour un cabinet de conseil d'investir dans l'expertise, dans les compétences, dans la valeur apportée aux clients. Je dirais simplement qu'on veut en faire un sujet clé dans le développement de Wavestone, avec finalement une double ambition, une ambition qui est de devenir l'une des meilleures écoles de formation des consultants tout au long de leur carrière pour finalement mettre à profit la surface de Wavestone pour mieux accélérer l'acquisition de compétences par des consultants qui nous rejoignent. C'est pour nous une question d'attractivité pour attirer les meilleurs talents au sein de Wavestone. C'est une question de rétention de ces meilleurs talents dans la durée. Et c'est bien sûr la possibilité de nous assurer qu'on va avoir des équipes les plus expertes possibles, même parmi les plus jeunes talents de Wavestone, pour intervenir chez les clients. Puis le deuxième pilier, le deuxième enjeu de ce pilier, c'est sur un certain nombre de sujets clés, développer des compétences en profondeur pour devenir des leaders intellectuels des sujets que nous aurons choisis. Nous sommes aujourd'hui en matière de cybersécurité, c'est un sujet sur lequel Wavestone est reconnu comme un cabinet à la pointe. On ne l'est pas suffisamment sur les autres sujets chauds du marché, en particulier la donnée. Vous voyez qu'on a fait une petite acquisition aux États-Unis sur ce thème-là, et ça n'est pas étranger. La priorité qu'on a donnée à la donnée n'est pas étrangère à cette acquisition. La donnée et l'intelligence artificielle, les deux sujets sont très connexes. On veut également prendre plus de leadership sur les sujets des nouveaux modèles, des nouveaux business models appuyés sur le digital. Et puis, on veut développer une compétence de premier plan sur donc un sujet qui est tout à fait en lien avec les moteurs que j'ai identifiés tout à l'heure, qui sont les moteurs, le moteur de développement durable. Et enfin, dernier pilier qu'on a appelé le Positive Way, c'est un pilier qui exprime la continuité de Wavestone. C'est la volonté de cultiver l'ADN et les valeurs de Wavestone pour rester à la fois efficient et rester nous-mêmes malgré le choc de la croissance et des acquisitions. Avec donc 4 valeurs, on va s'attacher à cultiver et sur lesquelles on va chercher à aligner l'ensemble des équipes qui vont rejoindre Wavestone pour être certain de fonctionner avec les mêmes fondamentaux au sein de Wavestone, quelles que soient les équipes et quelles que soient les géographies sur lesquelles on intervient. Et cette fait d'agir sur ces 3 piliers nous donne, selon nous, le moyen de relancer la croissance de Wavestone et finalement de mettre Wavestone sur une trajectoire lui permettant de reproduire à une échelle plus large, une échelle internationale, le succès qu'on a réussi à obtenir en France.
avec un point de passage en 2025 caractérisé par 3 chiffres clés, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 420 millions d'euros au 31 mars 2021 et donc, je le disais tout à l'heure, 462 au 31 mars 2022. Donc, vous voyez un cap de croissance important, combinant croissance organique et croissance externe. Le fait de faire pénétrer dans notre top 20 un certain nombre de grands comptes non français. Il n'y a aujourd'hui que 2 clients non français dans notre top 20. On va en avoir nettement plus en 2025. Et pour nous, l'international, ça veut dire ça. Ça veut dire être capable d'avoir, par exemple, au sein d'un compte comme HSBC, la même position que celle que nous avons aujourd'hui au sein de Société Générale ou BNP Paribas. Et enfin, nous voulons rester une société exemplaire sur le plan de la responsabilité sociale d'entreprise. J'ai 1 minute de retard et donc ça va m'amener à être très rapide sur le dernier message qui est le fait que Wavestone est un projet de long terme. Ce projet, nous souhaitons l'inscrire dans la durée et au-delà de l'équipe de direction actuelle et en particulier au-delà des deux personnes qui dirigent l'entreprise aujourd'hui, qui s'appellent Patrick Irigoyen et moi-même. Et donc, nous allons utiliser le temps de ce plan stratégique impact pour continuer à faire monter en puissance le management de Wavestone et les leaders principaux de cette équipe de management en vue de mettre en place une équipe de direction à qui nous commencerons à passer la main à partir de 2025. Ce qui ne, par contre, n'introduit pas de changement dans la structure capitalistique que je vous évoquais tout à l'heure. Les fondateurs de Wavestone qui détiennent un peu plus de 50% du capital, Michel Antoine et moi-même, ayant l'intention de maintenir notre position d'actionnaire de référence sur le long terme pour supporter le développement de Wavestone sur le long terme. Nous sommes persuadés que Wavestone a encore beaucoup de potentiel à exprimer devant lui. Merci Pascal. Oui, je te laisse la main, Cédric. Ouais, ok, ça va. Alors, juste une précision, je me permets, parce qu'on l'a pas dit et c'est important parce que nous sommes des clients privés. Juste pour vous rappeler que nous avons Ports-en-Par et Wavestone sont liés par un contrat de liquidité et aussi un contrat de diffusion d'analyse financière. Voilà, je tenais à le rappeler. Alors, en attendant, vous pouvez poser vos questions via la messagerie. Alors, j'ai déjà quelques questions, pardon. Questions concernant votre environnement et notamment quels sont vos principaux concurrents. Et une deuxième un peu liée, à savoir est-ce que vos concurrents sont actifs dans le conseil en stratégie environnementale? Oui, alors, très bonne question. Déjà, parlons de notre paysage concurrentiel. Nos grands concurrents, ce sont les activités conseil des Big Four, c'est-à-dire Deloitte, EY, je citerai d'ailleurs principalement ces deux-là, dans une moindre mesure KPMG et PwC, mais je dirais que EY et Deloitte sont nos concurrents et d'ailleurs sont nos concurrents sur toutes les géographies sur lesquelles nous intervenons. Nous sommes également en concurrence avec des grandes ESN qui ont bien réussi leur développement dans le conseil. J'en citerai en particulier deux qui sont Accenture et Capgemini, qui sont très actifs dans le domaine du conseil et qui sont des concurrents très présents. Et enfin, nous sommes concurrents avec des cabinets de conseil pure players, c'est-à-dire des gens qui ne font que du conseil, comme nous. J'en citerai en particulier un ou deux sur le marché français, qui sont Bearing Point, Eurogroup, qui sont très actifs sur le marché français, qui sont des sociétés non cotées. Nous n'avons pas de comparable direct coté. Et ensuite, donc le marché du conseil est un marché qui est très compétitif. Il y a une concurrence qui est forte sur chaque client. Nous avons nos points forts et nos points faibles par rapport à ses concurrents. Je dirais que le grand point fort de Wavestone, c'est sa très grande profondeur d'expertise sur les sujets technologiques. Et bien sûr, depuis 2015, compte tenu de l'importance qu'a pris le sujet du digital dans les stratégies des entreprises, ça a été un formidable atout pour Wavestone et c'est en particulier ce qui nous permet
de nous différencier face à la première catégorie que j'ai citée, les Big Four, et face aux autres cabinets de conseil pure players qui sont plutôt des cabinets de conseil qui viennent du conseil en organisation et management et donc qui ont moins de légitimité que nous, moins d'expertise que nous sur le plan technologique. C'est moins vrai quand on est en concurrence face à Capgemini et Accenture, mais vis-à-vis de Capgemini et d'Accenture, on a autre chose qui nous différencie, qui est le fait que Wavestone est un cabinet de conseil indépendant qui ne vend que du conseil. Et donc, ça nous permet de pouvoir revendiquer vis-à-vis de nos clients une complète indépendance de jugement et de leur expliquer que nous travaillons purement de leur intérêt. La seule chose qui nous intéresse quand on travaille pour nos clients, c'est de leur apporter entière satisfaction pour vendre la mission de conseil d'après. Alors que ce qui peut intéresser sur une opération Accenture ou Capgemini, c'est, après avoir conçu la transformation qu'il faut opérer, c'est d'intervenir pour fournir le logiciel, intégrer les systèmes, voire faire l'outsourcing qui va permettre de mettre en œuvre la transformation qui a été réalisée. Nous avons par contre, on ne peut pas avoir que des qualités, donc nous avons un point faible, c'est que nous sommes moins internationaux que beaucoup de nos concurrents, en particulier donc les grandes ESN que je viens de citer et que les Big Four. Et donc c'est le point, c'est ce qui explique notre volonté de continuer à nous développer à l'international. Ce n'est pas qu'un mouvement offensif, c'est aussi un mouvement défensif. C'est une faiblesse que nous devons progressivement corriger. Le sujet du développement de conseil environnemental est un sujet sur lequel nous ne sommes pas originaux. Ce mouvement que nous percevons, c'est un mouvement qui est perçu par beaucoup de cabinets de conseil et donc nous sommes nombreux à nous renforcer sur ce thème-là, chacun avec nos armes, chacun avec nos atouts. Bien sûr, nous, on va continuer à utiliser l'atout technologique pour aider nos clients à mobiliser les technologies de manière à diminuer leur empreinte environnementale, à atteindre plus rapidement leurs objectifs de neutralité carbone. Mais je dirais que pour autant, ce sujet n'échappe à beaucoup de cabinets de conseil et nous sommes nombreux, en tout cas pour les cabinets de conseil importants, à nous intéresser, à beaucoup nous intéresser à ce sujet conseil en développement durable. Merci beaucoup. Alors, une question un peu plus sur les charges, notamment sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et hausse des salaires. Donc, comment est-ce que vous arrivez à préserver vos marges dans ce contexte? Alors, ça va être ça va être un sujet qui va petit à petit apparaître avec une certaine force. Nous sommes persuadés qu'on est au début d'un cycle d'inflation salariale après une période extrêmement longue depuis quasiment la crise financière où dans l'ensemble les salaires ont été très sages dans notre milieu et dans notre profession. On pense que cette période-là est terminée. Il va y avoir une guerre des talents très forte dans les années qui viennent et nous commençons à en voir les premiers effets dans le courant de cette année 2021. Mais ces effets en 2021 ont été pour l'instant assez modestes. On a je dirais, opéré sur nos salaires d'embauche de jeunes diplômés un mouvement qui restait un mouvement assez symbolique de 1 à 2% en fonction finalement des formations, mais qui est pour nous le début d'un redémarrage finalement d'une période d'inflation salariale qu'on avait beaucoup connue dans les périodes précédentes sur le marché du conseil. Ce mouvement était pour nous une préoccupation au début de l'année 2021 parce que on ressentait encore beaucoup de pression sur les prix de la part des clients et on voyait quand même la tension sur les ressources humaines s'installer immédiatement. Fort heureusement, cette pression sur les prix s'est très rapidement amenuisée. Comme vous avez pu le voir, on a pu commencer à réapprécier notre prix de vente moyen et je dirais que nos orientations sont plutôt positives. Donc je pense qu'on va échapper à un pincement entre les prix de vente et les salaires. C'est aujourd'hui en tout cas le scénario que nous avons, mais c'est un point d'attention. En tout cas, il va convenir. On ne pourra rien faire sur les salaires. Il faudra qu'on suive et qu'on reste compétitif par rapport au prix de marché. Donc, le nerf de la guerre, ça va être effectivement d'être
attentifs à bien faire évoluer les prix chez nos clients pour arriver à suivre au moins le niveau d'inflation salariale que nous allons connaître dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Et enfin, j'ai une dernière question, en venant peut-être des prochaines, mais concernant votre politique concernant le dividende. Oui, alors nous avons une politique de versement des dividendes qui est très stable dans le temps. Nous avons simplement interrompu en 2020 pendant une année le versement des dividendes, mais sinon notre politique c'est un payout de 15%, c'est-à-dire que nous distribuons chaque année 15% du résultat net part du groupe. Nous cherchons à être très réguliers et très stables. Et donc, nous sommes aux alentours de 15%. On a simplement veillé à ce que le dividende soit toujours en progression d'une année sur l'autre. Et c'est pour ça qu'on a repris le versement du dividende en 2021, mais en versant plus de 15% pour redistribuer un dividende qui était, malgré des résultats donc 2020-2021 qui étaient moins bons que ceux de l'exercice 2018-2019 qui avait donné lieu au versement du dividende en 2019. On s'est repositionné au niveau de 2019. Ça devait donc faire un taux de payout qui devait être un petit peu en dessous de 20%, donc sur le dividende qui a été payé en 2021. Mais là, compte tenu de la progression des résultats, on devrait avoir une belle progression du dividende l'année prochaine. Et nous restons dans cette politique. Donc, vous voyez, on réinvestit quand même beaucoup. Wavestone, c'est avant tout une entreprise de croissance. On réinvestit beaucoup, une grande part des résultats de Wavestone dans la croissance de l'entreprise. On pense que c'est avant tout ça qui permet de créer de la valeur au sein de Wavestone. Mais on a trouvé cet équilibre donc avec ce niveau de payout de 15% qui nous permet de sécuriser un petit peu l'investissement en titre Wavestone. Écoutez, c'est très complet. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, Monsieur Humbert, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et ces perspectives. Maxence, je te laisse le mot de la fin. Oui, non, bah, effectivement, mais merci, merci Pascal pour ce tour d'horizon et effectivement d'avoir dressé les perspectives. Donc, comme vous l'avez dit, Wavestone surtout une valeur de croissance. C'est vrai que si on regarde en arrière, je pense que le chiffre d'affaires d'une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années, a été multiplié par quasiment 20. Donc voilà, ça donne une idée de quelles sont vos ambitions sur ce marché dynamique. Encore une Et fois, nous- merci à tous et puis. J'en profite pour souhaiter à tout le monde des fêtes de fin d'année, de belles fêtes de fin d'année. Bah, écoutez, Merci. je vous remercie également de votre participation à cette conférence. J'en profite, vu que je vois le nom de Philippe de Portzamparc parmi les personnes connectées et que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de le saluer. J'en profite pour le saluer et surtout, je vous souhaite effectivement une très bonne fin d'année et de bonnes fêtes malgré les circonstances sanitaires qui malheureusement risquent d'être à nouveau un petit peu compliquées. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci à vous. Très bonne fête de fin d'année. Au revoir.